Nous vous en parlions cette semaine dans votre journal Afrique. La CEDEAO, la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest, a fêté ses 50 ans ce mercredi. Ce soir, nous nous penchons sur le bilan de l'organisation ouest-africaine tout en questionnant son avenir dans un contexte régional en pleine mutation. Pour cela, nous sommes en compagnie de deux invités, Marie-Roger Biloa, journaliste camerounaise, et Sedi Kaba, journaliste et essayiste nigérien, président du Centre international de réflexion et d'études sur le Sahel. Bonsoir à tous les deux et merci d'être avec nous. Bonsoir. Tout d'abord, avant de développer les différents thèmes, j'aimerais qu'on s'arrête sur les acquis, ou pas d'ailleurs, de cette organisation ouest-africaine après 50 ans d'existence. Selon vous, quelles sont les réalisations les plus probantes, les plus importantes de la CEDEAO? Marie-Roger Biloa. Alors, premièrement, je dois dire que là, 50 ans, si on dit succès, échec, non. C'est d'abord la CEDEAO a affirmé son existence. Et s'est révélée comme une organisation indépendante, structurante pour toute la sous-région. Et évidemment, il faut toujours rappeler que de toutes les 8 organisations sous-régionales d'intégration qui existent en Afrique, c'est celle qui marche le mieux. Et les critères sont bien établis. Et donc, c'est vrai que ces derniers temps, on a beaucoup parlé de crise et de crise. Mais oui, mais parce que il y avait ces 3 pays qui, sur les 15 existants, le Mali, le Niger, le Niger, qui sont partis et qui ont créé une nouvelle entité qui s'appelle la l'AES. Et évidemment, on y a vu un échec de la CEDEAO, mais on peut y voir aussi tout simplement la volonté de pays, je dirais, de personnalités putschistes, de juntes militaires, de ne plus avoir de contraintes, parce que la CEDEAO a aussi pour mission de rappeler les principes démocratiques et défendre l'ordre constitutionnel. Sedi Kaba. Oui, je suis d'accord avec ce qui a été dit. Et à mon avis, la CEDEAO a été une des toutes premières organisations à adopter le principe de la libre circulation des personnes et des biens. Justement, avec le protocole de la libre circulation des personnes qui a été adopté en 1979. Est-ce qu'il a vraiment, d'une certaine manière, transformé la mobilité des Ouest-Africains? Oui, il a transformé la mobilité des Ouest-Africains et leur a simplifié la vie. Un Nigérien qui arrive à Dakar ou qui arrive à Abidjan, on ne lui demande pas qu'est-ce que tu viens faire, est-ce que tu as une réservation d'hôtel, est-ce que tu as les moyens de survivre. À partir du moment où il est membre de la CEDEAO. Donc c'est un acquis concret. Absolument, très concret. La libre circulation, le libre établissement. Vous pouvez prendre le bus, maintenant que le transport s'est développé, le transport terrestre, vous pouvez prendre le bus à Niamey pour aller à Dakar avec votre carte d'identité du Niger. Parce que la CEDEAO a acté ce principe. Il y a des transgressions à la marge que quelques véreux, quelques policiers ou gendarmes peuvent prendre, mais ça ne fait pas partie de l'acquis communautaire. Ce que la CEDEAO a permis, c'est la libre circulation des personnes dans un premier temps, et puis le libre établissement, c'est-à-dire que vous pouvez aller vous installer dans un pays de la CEDEAO sans qu'on vous exige un titre de séjour ou d'autres tracasseries administratives. Vous savez, la CEDEAO a été, je termine par là, la CEDEAO a été une des toutes premières organisations à instaurer le principe du passeport commun. On met CEDEAO en haut, on met le pays après. Et ça fait partie des acquis communautaires. Il y a même d'autres acquis qu'on ne voit pas. Alors justement, le principe des assurances, par exemple. Justement, en parlant des acquis qu'on ne voit pas forcément, dont on ne parle pas souvent, il y a l'énergie qui constitue une des réalisations les plus tangibles de la part de la CEDEAO, avec notamment le système d'électrification sectorielle qui concerne plusieurs pays. Quel regard avez-vous sur ce système qui permet à beaucoup d'Africains, ouest-africains, de recevoir l'électricité ? Eh bien, ça fait, comme dit, ça fait partie des acquis de la CEDEAO. Il y en a d'autres, mais je voudrais revenir quand même sur la libre circulation et sur ce que disait Sidika à la fin sur les assurances. On a beaucoup reproché, on peut le faire toujours, reprocher à la CEDEAO de ne pas avoir suffisamment intégré les économies parce que... mais ça, c'est un problème africain de manière générale, c'est-à-dire que c'est des économies parallèles, toutes exportent des matières premières. En Afrique centrale, c'est des hydrocarbures, l'extraction minière, etc. Donc, et c'est très difficile d'intégrer. Mais à partir du moment où on peut se
déplacer librement, s'installer où on veut. On est en train de voir un développement rapide de tout ce qui est service. Parce qu'on voit par exemple les assurances. C'est pas rien. C'est-à-dire, on a une voiture, on a sa voiture en panne à Lagos, il y a un système pour que ce soit pris en charge à Dakar ou je ne sais pas quoi. Ça, on voit aussi beaucoup de tout ce qui est, par exemple, comptabilité, les banques, les systèmes bancaires, etc. C'est extrêmement bien intégré parce que, justement, les gens peuvent circuler. Alors voilà ce qu'on pouvait dire sur les acquis positifs de la CEDEAO ces 50 dernières années. Mais l'organisation est traversée par une profonde crise depuis la rupture et le départ de 3 de ses pays fondateurs, le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Image commentée par Laure de Matos. Aujourd'hui, 29 janvier 2025, le Burkina Faso, la République du Mali et la République du Niger ont formellement cessé d'être membres de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Un coup dur pour l'organisation. Avant le Mali, le Burkina Faso et le Niger, la Mauritanie en 2000 s'était retirée elle aussi. Nouakchott voulait alors réorienter sa politique diplomatique vers le Maghreb. Cette fois-ci, le divorce se fait dans la douleur. Il se noue en juillet 2023 lorsque le général Tchiani prend le pouvoir au Niger et retient le président élu, Mohamed Bazoum. La CEDEAO, réunie en sommet extraordinaire, donne une semaine aux putschistes pour se retirer et menace de prendre toutes les mesures nécessaires pour rétablir l'ordre constitutionnel dans la République du Niger, ces mesures pouvant inclure l'usage de la force. La CEDEAO n'en fera rien, imposera de lourdes sanctions économiques au Niger avant de les lever quelques mois plus tard. Mais entre-temps, le nouvel homme fort de Niamey se rapproche de ses homologues maliens, Assimi Goïta, et burkinabé, Ibrahim Traoré, des militaires comme lui, qui ont eux aussi pris le pouvoir par les armes en 2020 et 2022. En juillet dernier, les 3 hommes créent l'AES pour Alliance des États du Sahel. En plus des sanctions qu'elle leur a imposées, ils reprochent à la CEDEAO de ne pas les avoir suffisamment aidés à lutter sur leur sol contre les violences djihadistes et l'accusent d'être inféodés à la France. Un discours qui résonne aussi dans les rues de Ouagadougou ou de Niamey. Et nous tenons à dire aux Occidentaux qui sont derrière la CEDEAO, qui ont transformé la CEDEAO en mercenaires pour combattre les États de l'AES, Inch'Allah, ils ne vont pas réussir. La rupture entre les 3 États sahéliens, leur population et la CEDEAO jette naturellement une ombre sur l'anniversaire de l'organisation, mais pourrait aussi susciter un renouveau. Quelle évolution faites-vous au sujet de la doctrine de la CEDEAO qui est passée d'une certaine manière d'un principe de non-ingérence à celui de non-indifférence en matière de crise politique au Sahel? Non, initialement, le projet était un projet d'intégration économique. Mais à partir de 2001, il y a eu le protocole de Dakar, le protocole additionnel, qui concerne la bonne gouvernance, la démocratie. Était-ce nécessaire? Oui, je pense. On ne peut pas faire l'intégration économique sans démocratie parce qu'il faut créer les conditions de l'intégration économique. Et les pays s'étaient mis d'accord pour qu'on ajoute à la dimension économique la dimension démocratie. De 2001 jusqu'à récemment, ce protocole a fonctionné malgré ses insuffisances. Et de ce point de vue, c'était une évolution normale. Et les pays ont... c'est ça qu'il faut souvent souligner. Les pays ont... En tout cas, ceux qui représentaient les pays à l'époque, à l'exception du Cap-Vert, tous les pays avaient signé ce protocole. D'accord. Pour qu'on fasse la démocratie, on ajoute le volet démocratie au volet économique. Maintenant, par la suite, dans l'application, il y a eu des difficultés avec ce que l'on sait. Certaines décisions qui ont été prises n'étaient peut-être pas conformes, mais ça ne justifie pas non seulement qu'on se retire de la CEDEAO, mais ça ne justifie pas la disparition de la CEDEAO non plus. Malgré ses insuffisances, comme on a pu le voir dans la première partie, il y a des acquis de la CEDEAO qui sont peut-être perfectibles, mais il y a des acquis de la CEDEAO. Marie-Roger Biloa, pour certains, cette crise avec les pays qui ont décidé de quitter la CEDEAO révèle l'échec de la CEDEAO. Peut-on voir les choses de cette façon, selon vous? C'est surtout l'échec de ceux qui sont partis. Je suis désolée, parce que quand on parle de la CEDEAO, c'est toujours bien de regarder un petit peu à côté. Moi, je suis d'Afrique centrale, donc je regarde la CEMAC, qui est théoriquement, en fait, l'équivalent de l'UMOA, mais il faudrait comparer avec la CEAC. Et donc,
Je me souviens, on avait fait une fois une conférence, on comparait les deux. Donc, on a le rapport de la CEMAC, il est petit comme ça, il ne parle que d'avancement des fonctionnaires, des frais et des avantages à leur fournir, alors qu'à côté, on a des catalogues de projets avec l'état d'avancement, les difficultés rencontrées, les solutions proposées et les financements. Et même jusqu'à présent, on voit que ce n'est pas aussi évident d'avoir des organisations qui fonctionnent aussi bien que la CEDEAO. On peut regarder ailleurs, on peut regarder East African Community, etc. Donc là, la CEDEAO est une machine de guerre qu'il faut absolument entretenir, soutenir, et qui a montré par le passé qu'elle pouvait contribuer à résoudre des problèmes politiques, qu'elle avait même un pouvoir militaire, parce qu'on ne le dit pas assez, qu'elle a réussi à résoudre des crises militaires. Donc, c'est des actions bien concrètes et que maintenant, ce n'est pas parce que certains n'aiment pas la démocratie ou que ça ne les arrange pas qu'on va supprimer la nécessité de créer des convergences politiques au sein de la CEDEAO. C'est seulement qu'il faut appliquer les règles de manière équitable. Alors voilà pour le sujet en ce qui concerne cette rupture. Néanmoins, alors on n'a pas de boule de cristal. Néanmoins, y a-t-il une possibilité pour que la CEDEAO et les pays qui se trouvent désormais dans l'AES puissent se rabibocher et que le Niger, le Mali et le Burkina réintègrent la grande maison CEDEAO? Alors, il y a quand même, ce n'est pas une surprise, lorsque le 29 janvier, le divorce a été acté, les deux parties étaient dans une posture de prudence. Tout le monde a dit qu'il faut qu'on conserve, qu'on préserve les acquis communautaires. Il ne nous aura pas échappé qu'il y a 2 semaines, il y a eu des négociations à Ouagadougou, à Bamako, entre la CEDEAO et l'AES. La CEDEAO considère maintenant l'AES comme une entité avec laquelle il faut discuter, ce qui n'était pas sa position initiale. Et l'AES aussi considère que la CEDEAO, parce qu'il y a des intérêts communs. Quand on prend le défi sécuritaire, il est commun. Les pays aujourd'hui du Golfe de Guinée, que ce soit la Côte d'Ivoire, que ce soit le Bénin ou le Togo, sont concernés autant peut-être presque que les pays de l'illustration avec la visite d'Ousmane Sonko en Côte d'Ivoire. Et il n'est pas possible, à mon avis, de régler le défi sécuritaire au Burkina Faso, au Niger, sans parler avec le Bénin. Il n'est pas possible de le régler au Togo sans parler avec le Burkina Faso et le Bénin aussi. Ouais. Donc, l'existence même de ces différentes zones de 3 frontières, entre plusieurs zones de 3 frontières, qui mettent les pays de la CEDEAO et les pays de l'AES, font qu'il va être impératif que la CEDEAO et l'AES s'organisent. Peut-être qu'il est très tôt pour dire que le retour va s'opérer, mais déjà on voit que l'intérêt, le destin commun, c'est vivre ou mourir ensemble, à mon avis. Alors enfin, pour conclure, Marie-Roger Biloa, en quelques mots. Pour conclure, je dirais que ceux qui quittent la CEDEAO, qui ont plus à perdre que la CEDEAO elle-même, parce que même si c'est significatif, et je crois que ils vont aussi à contre-courant, parce qu'actuellement, ce qu'on voit quand même, c'est des regroupements, c'est plus, je dirais, on mutualise ses forces pour disons, affronter un peu l'adversité. Merci à tous les deux.